Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes obligés de commencer parce que nous avons un programme palpitant ce matin. Donc, bienvenue de l'autre côté du palais de Sanches. Ici, vous êtes à la médiathèque de l'Institut français du Portugal, qui est cachée aujourd'hui derrière les panneaux que vous voyez juste à votre droite, pour vous accueillir et pour accueillir Mathieu Sapin, l'auteur de la bande dessinée Edgar de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire. Merci beaucoup Mathieu Sapin d'être là aujourd'hui pour présenter cette bande dessinée. Et nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Karina Sapin, fille d'Edgar, traductrice, interprétatrice, épouse de Mathieu Sapin, et qui est là aussi pour apporter des petites touches à la présentation. Merci beaucoup à tous les deux d'être là aujourd'hui. Et je remercie également. Donc, si vous avez conservé avec vous vos appareils pour l'interprétation simultanée va débuter dans quelques minutes, donc dès que la présentation commence aussi. Je voulais juste... est-ce que j'ai besoin de faire la présentation en portugais ou c'est bon, tout le monde a compris? Ou Irène s'en est occupée. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation à Madame l'ambassadrice, à l'Institut français. Et donc voilà, je suis venu vous présenter cette bande dessinée qui est sortie en France en octobre dernier et qui raconte l'histoire de mon beau-père, Edgar. Donc sur la couverture, vous voyez, moi je suis en rouge, là, ça c'est moi. et Edgar à droite, dans les rues de Lisbonne. Et alors, l'origine de cette bande dessinée, c'était en 2020. En 2020, j'étais ici au Portugal, donc après le confinement que tout le monde a connu. Et à l'été, au mois d'août, j'étais ici. Et comme tous les étés, je suis chez mon beau-père qui habite pas très loin de Lisbonne, en compagnie de ma femme, Karina, que vous voyez ici. Et il m'a surpris, Edgar, parce qu'il m'a dit cet été-là, tu sais, tu devrais faire une bande dessinée sur moi, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ça m'a beaucoup étonné parce que pour deux raisons. D'abord, Edgar est marxiste depuis toujours, et donc l'argent n'est vraiment pas quelque chose qui l'intéresse. Et mes bandes dessinées, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées politiques, mais plutôt sur la politique française ou sur d'autres sujets. Mais ces bandes dessinées se trouvent dans sa maison, mais à ma connaissance, il ne les avait jamais lues. Donc ça m'a étonné qu'il ait l'idée que je fasse une BD, mais je me suis dit pourquoi pas. Parce que c'est vrai que depuis de longues années, moi ça fait 20 ans que je viens plusieurs fois par an au Portugal, et donc chez Edgar, et ça fait 20 ans qu'il me parlait de son passé, de son implication dans la révolution du 25 avril 1974, mais j'avais jamais pris le temps vraiment d'écouter ce qu'il voulait me dire. Et donc, à partir de ce moment-là, en 2020, j'ai commencé à prendre un carnet comme celui-ci, un petit carnet que j'ai toujours sur moi, dans lequel je dessine et je prends des notes, et puis à enregistrer ses propos. Et donc, pendant 2 ans, j'ai pris des notes pour faire cette bande dessinée. Et voilà. Donc là, je fais des retours en arrière. Là, c'est en 2017. Je raconte comment, déjà à cette période, je voulais faire une bande dessinée sur le Portugal, mais je n'arrivais pas à trouver vraiment le bon sujet, la bonne manière de l'aborder. Et donc ça, c'est une scène où je suis, comme vous le voyez, place du Commerce, et je rencontre Rui Brito, qui est mon éditeur portugais des éditions Polvo. Et Rui Brito est très patient parce qu'il attendait que je fasse une bande dessinée. Et c'est là que je lui ai dit, mais tiens, je vais faire quelque chose sur mon beau-père. Et il m'a dit, OK. Et donc voilà Edgar. Et voilà ce qu'il m'a dit là, quand on a commencé à travailler. La seule chose que je te demande, c'est pas de rabaissement, pas de dénigrement, pas d'exagération. Et il a ajouté, encore qu'il existe en portugais une expression qui dit qu'en verdade me enganas, qui, si vous comprenez, en te disant la vérité, je te trompe. Et à partir de là, voilà, il a commencé à me raconter sa vie. Il a me raconté son enfance. C'est un petit village près de Ericeira.
Et donc, il m'a expliqué comment. Donc il a grandi dans un milieu modeste, évidemment très conservateur, catholique. Et moi, ce qui m'intriguait dès le départ, c'était comment on devient marxiste quand on grandit dans un milieu comme celui-ci. Et donc, il m'a expliqué qu'il a eu une révélation quand il était enfant de cœur. Il était à l'église du village et le curé lui a révélé que lui-même n'y croyait pas tellement à ces histoires. Donc là, ça l'a beaucoup interrogé. Et il a cessé de croire, enfin d'aller à l'église. Il est allé à Lisbonne. Donc là, ça c'est des scènes qu'on voit dans son village. Parce qu'en même temps que je parle de son histoire, je parle aussi des lieux et par exemple du fait qu'il y a beaucoup de constructions aujourd'hui, que le paysage change beaucoup. Comme tout le monde, comme vous le savez, le tourisme est très florissant ici au Portugal et ça change aussi beaucoup le pays. Et donc on est allé à Lisbonne ici même, où il m'a raconté, quand il a quitté son village, il est venu très jeune, vers 15 ans, donc à Lisbonne. Il travaillait le jour dans des épiceries et puis il allait prendre des cours le soir dans une école de commerce. Et c'est là qu'il a été confronté aux manifestations étudiantes et qu'il a rencontré des gens d'organisations révolutionnaires et qu'il a commencé donc à intégrer un parti révolutionnaire. Donc il est très jeune, il avait 16 ans, 17 ans. Et ça l'a beaucoup marqué parce que c'était une vie dangereuse, évidemment. On était sous Salazar. Et même si ça a quelque chose de romanesque, de romantique, d'être révolutionnaire, c'est concret. Dans ces années-là, on risque vraiment gros. Et notamment, il m'a raconté une histoire qui l'avait beaucoup marqué. Dans leur organisation, il y avait un traître qui a payé le prix, au prix de sa vie sa traîtrise, puisqu'il renseignait le régime et des gens de l'organisation l'ont supprimé. Et donc, encore aujourd'hui, ça l'a beaucoup marqué. Ça, c'est une photo de lui qui était à cette époque-là, parce qu'il me racontait qu'il avait été pris en photo dans un marchand de photographie qui était près de la place du commerce et qui avait utilisé sa photo pour faire de la publicité, parce qu'il était plutôt bel homme, comme vous voyez. Et donc, il me disait qu'il était connu dans le quartier à cause de cette photo qui trônait dans la vitrine du magasin. Et donc assez vite, il est rattrapé par les obligations militaires et comme il ne veut pas partir, il veut pas aller faire la guerre, il a essayé de s'enfuir. Il a fait une première tentative pour aller en France qui s'est soldée par un échec. Une tentative très improvisée et dangereuse parce qu'il voulait passer être clandestin dans un train de marchandises. Et bref, il a pu s'en sortir. Et il a dû intégrer une caserne militaire. Et il était à Lagos, où il était, je crois, je ne sais plus quel grade il avait exactement, il était sergent, je crois. Et c'est de Lagos qu'il a pu s'enfuir pendant qu'il était donc militaire. Il m'a raconté cette anecdote où la nuit, il s'enfuit de sa caserne et il laisse ses bottes de militaire sous un figuier. Et c'est marrant parce qu'il me racontait beaucoup cette histoire avec plein de détails. Et on a retrouvé, je ne sais pas si Karina, tu veux en parler, dans les archives de la Tourage de Tombe. Vous m'entendez bien, oui. En fait, Mathieu connaît pratiquement plus de choses sur la vie de mon père, et on parlait de ma soeur aussi, que nous. Parce que mon père a toujours beaucoup parlé. Enfin, c'est pas quelqu'un qui se tait, hein, au contraire. Sauf qu'il mêle, des choses de son vécu avec beaucoup de choses de son imaginaire, etc. Donc, il nous parlait de ces fameuses bottes depuis très longtemps, comme d'autres histoires encore. Hein. Il y a des histoires qui l'ont beaucoup marqué. Et l'histoire du traître notamment, mais l'histoire des bottes, en fait, c'est quelque chose qu'il nous avait dit que lui, il est sorti avec les bottes puisqu'il était en effet sergent à Lagos. Et il est sorti
Il est parti en pleine nuit et donc il a fallu qu'il enlève toutes les choses qu'il avait sur lui, dont les bottes qui faisaient militaire pour aller ensuite marcher. Il a marché très longtemps, comme vous allez pouvoir le lire, le découvrir ou voilà, dans le livre. Il a marché, il a pris le train, etc. Mais il a fallu qu'il se débarrasse de ces fameuses bottes. Donc il nous parlait de ça. Et il a dit, et voilà, et je les ai laissées sous un figuier. Il nous parlait de ces bottes-là. Et on imaginait, mais on se disait comment des bottes ont pu rester là-bas, etc. Et finalement, il y a l'éditeur de Mathieu, que vous verrez aussi tout à l'heure, Rui Brito, de l'édition portugaise, qui travaille aussi à Torre do Tombo. En fait, il est archiviste, il travaille aux archives là-bas. Et il nous avait dit, mais donne-moi, moi je voulais savoir, donne-moi le nom de ton père, ton nom de famille, son organisation politique, son nom, comment il s'appelait quand il était dans cette organisation-là. On se souvient très bien. En fait, il nous parlait de ça, de cette organisation. Et je te dirai s'il y a des choses sur lui. Voilà, à Torre do Tombo. Et nous, on savait qu'il était fiché là-bas. On savait, puisque ma mère avait déjà fait des recherches. Et il nous a donné toute une série de fichiers, en fait, de photos. Beaucoup de photos qu'il a fallu qu'on regarde. Et c'est notre fille aînée qui a trouvé. Elle a dit, mais voilà, un jour, elle nous a dit, ce sont les bottes. Et il parlait justement dans ces archives-là de la Torre do Tombo. Il disait toute la description, un avis de recherche, la description de mon père à l'époque, voilà, olhos claros, feições, franzino, pequeno, baixo. Et tout, il savait tout. Et il disait... On a retrouvé des bottes. On a retrouvé un jeune homme, menino, encontrou botas, on a trouvé des bottes qui lui appartenaient, etc. Donc lui, il a dit, bon, ben voilà, c'est une façon de donner de la crédibilité, de la légitimité à son histoire qu'il avait toujours racontée. Donc, en quelque sorte, ça l'a beaucoup... Oui. Et aussi, il me parlait je vais y revenir après, mais il me parlait d'un film dont il a fait l'objet en France. Et voilà justement des images que j'ai pu retrouver de ce film en allant à Paris, à la Bibliothèque nationale. Donc il me parlait d'un film qu'il avait tourné en France en 1967, et je n'arrivais pas à comprendre si c'était vrai, qu'est-ce que c'était que ce film. Et en effet, en faisant des recherches, je suis tombé, c'est un film de 52 minutes, tourné par Maurice Felevitch, et qui avait été commandé, produit par Pierre Lazareff à cette époque-là, qui voulait, c'était un peu l'équivalent d'une émission comme Envoyé spécial, il voulait illustrer le destin de ces jeunes Portugais qui fuyaient le régime, qui fuyaient les obligations militaires. Et le hasard a fait qu'on a proposé à Edgar, à mon beau-père, d'incarner un de ces jeunes hommes. Donc c'est lui que vous voyez dans la case, la troisième case là. Et il accompagne tout le film. Il incarne un jeune homme qui vit, c'est vraiment son histoire à lui, hein, mais même si c'est pas sous son nom. Et on le suit dans ses galères à Paris pour obtenir des papiers, pour obtenir du travail, etc. Donc moi, ça m'a beaucoup marqué de voir ce film. Malheureusement, on n'a pas le temps de le voir, mais je l'ai là. Je peux éventuellement vous montrer quelques autres images. Et donc, j'ai retrouvé ce film et je l'ai montré à Edgar. Il ne l'avait pas revu depuis 50 ans. Donc, c'était assez émouvant de lui montrer ça. Et puis après, c'était amusant aussi de corroborer ou de voir, parce qu'il avait tendance à dire que ce n'était pas exactement comme ça que ça s'était passé, etc. Donc ça, c'est toujours marrant. Notamment le fait que dans le film, on lui fait mendier dans la rue. Il dit « j'ai jamais mendié dans la rue », des choses comme ça. Et donc... il m'a raconté évidemment aussi sa période parisienne, hein, puisqu'il a réussi, comme on l'a compris, à venir à Paris. Mais lui, Paris, c'était juste une étape, parce qu'il était vraiment marxiste, il voulait aller en URSS. Et il est allé jusqu'en Tchécoslovaquie, où là, on lui a dit, mais vous savez que la plupart des gens veulent sortir de l'URSS. Vous êtes le seul à vouloir rentrer. Et donc, ils l'ont reconduit à la frontière. Et il s'est retrouvé à nouveau à Paris, et très déprimé parce que se sentant impuissant par rapport à la dictature qu'il y avait dans son pays. Et puis la France, c'était pas pour lui non plus voilà, c'était transitoire, quoi. Et c'est là qu'il a rencontré ma belle-mère, la maman de Karina,
qui elle-même était aussi dans des organisations révolutionnaires, plutôt proches des maoïstes parisiens. Et c'est de là, de Paris, que comme beaucoup de Portugais activistes, il a accompagné, suivi, préparé la révolution du 25 avril. Alors après, c'est plus difficile d'avoir des informations précises, parce que lui, si on écoute Edgar, c'est lui qui a fait la révolution. C'est lui qui l'a théorisé et qui a établi les plans. D'ailleurs, il écrit. Il écrit des textes aujourd'hui pour parler de ça. Mais ce que je comprends surtout en discutant avec lui, c'est qu'il y a à la fois une exaltation de cette période et une frustration aussi de ne pas avoir été physiquement là pour vivre ces moments. Donc moi, j'ai essayé évidemment de me représenter cette période, ce moment historique, notamment en lisant aussi des livres, dont ceux d'Yves Léonard, qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, dans cette bande dessinée, vous allez croiser Yves Léonard. Donc si vous en avez marre d'Yves Léonard, c'est pas le bon canal, parce que Yves m'a permis aussi de comprendre, d'avoir des clés. Parce que quand on s'est rencontrés, c'était, je ne sais plus à quelle période, je dirais janvier 2022, quelque chose comme ça. J'avais à peu près tous les éléments de la biographie d'Edgar, mais il y avait encore des clés psychologiques qui étaient obscures pour moi. Et c'est vrai que Yves m'a beaucoup aidé en me resituant les choses historiquement et puis en me parlant du sébastianisme. J'avais vaguement lu des choses là-dessus, mais ces éclairages étaient bienvenus et j'ai trouvé que ça avait du sens. Donc, dans la BD, je raconte aussi, je fais une digression sur Don Sébastien. Je précise que Edgar n'a pas du tout aimé ce passage parce que ça fait de lui il pense que ça fait de lui quelqu'un qui a une forme de nostalgie pour la monarchie, ce qui est tout l'inverse, me dit-il. Mais ça reste pertinent. Et voilà, donc j'ai pas le temps de tout développer, mais vous voyez, en fait, cette bande dessinée, c'est vraiment à la fois un portrait, une déclaration d'amour au Portugal, à ma femme et puis à ma belle famille, et puis aussi un portrait, voilà, de cet homme qui est une espèce de héros inconnu, quoi. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et je crois qu'à la fin, aussi, je montre les livres qui m'ont inspiré. Voilà. Il y a les Memórias de Ribamar. Ici. Ah oui, ça c'est Memórias de Ribamar, c'est un petit livre qui a beaucoup marqué mon beau-père parce que c'est un livre fait localement dans son village, mais auto-édité, mais qui donne plein aussi de légendes historiques qu'il a lui-même, qui l'ont beaucoup inspiré. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de parler de Wellington ou pas. Mais c'est quand même un personnage important du livre. Parce que dans Memórias de Ribamar, il y a une allusion à un général anglais qu'on comprend être le général Wellington. Et en fait, je vais très rapidement, mais Karina est une descendante de Wellington, puisque d'après Edgar, Wellington, quand il est venu au secours des armées portugaises avec les armées anglaises pour contrer les armées napoléoniennes, il était dans la région d'Ericeira et il a eu une relation avec l'arrière-arrière-grand-mère de Karina. Et donc il a eu un enfant qui lui-même a eu d'autres enfants, etc. Il est convaincu de ça, il a fait des recherches, il a fait des... C'est très, très documenté. Et moi, je n'ai pas fait d'analyse ADN, donc je ne peux pas ni le prouver, ni le... On voit tout de suite, d'ailleurs, les ressemblances sont frappantes. Mais voilà. Donc vous découvrirez tout ça si vous lisez Edgar. Il nous reste 5 minutes avant la fin. Si vous avez éventuellement une question ou un commentaire. Ça serait bien qu'on ait justement vos réactions, certains s'ils l'ont déjà lu, des questions. Voilà Edgar. Ah oui, voilà, c'est lui. Lui maintenant, qu'on va voir. Et si vous connaissez la tête de Wellington, on n'est pas loin. C'est ça, hein. C'est vraiment ça. Et oui, ça serait bien d'avoir des questions. On passe tout de suite à la deuxième question, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et oui. Non, je veux seulement donner un éclaircissement. Il était à la FAP CMLP. Edgar, oui. En 60, donc c'était une scission du Parti communiste déjà maoïste.
Et vraiment, ils ont arrêté un informateur qui était infiltré dans l'organisation et qui était responsable pour la prison de camarades. Et il a été tué, c'est vrai. C'est un cas absolument vrai en 66, je crois. 65 ou 66. Et lui, il est parti en 67 en France. Alors, donc, c'est voilà, c'est tout ça Merci. corrobore. Merci, on parlera à la fin. Une question qui a l'habitude toujours d'être posée, et on peut tout de suite y répondre, c'est quelle a été sa réaction et pourquoi il n'est pas ici, puisqu'il aurait pu venir aussi, et il aurait toute sa place finalement. Oui, pourquoi? La question, on commence par la deuxième question. Bon, je le représente. Non, c'est-à-dire que dès le début, ça a été vraiment une condition que la famille, à savoir ma mère et ma sœur et moi, on a tout de suite dit, c'est qu'il ne fallait pas du tout qu'il soit présent dans tout. Alors, il faut savoir qu'il n'est pas du tout au courant que Mathieu est quelqu'un de connu en France. C'est-à-dire qu'il a dessiné, qu'il a accompagné Gérard Depardieu, Hollande, Macron. Enfin, il ne sait pas du tout ça. Du tout, pour lui, il fait des petits dessins. Oui, c'était pour me rendre service, en fait, qu'il m'a. Oui, il a été, voilà. Donc, mais ça, c'est très bien. C'est au contraire, c'est parfait. Mais enfin, on pense que c'est quelque chose qui ne serait pas bien pour lui, pour tout un tas de raisons, parce que c'est évidemment pour tout son imaginaire, pour son équilibre, il vaut mieux que, voilà, qu'il soit pas trop exposé par des journalistes. D'ailleurs, personne ne sait. Enfin, si, vous savez qu'il est à Ribemar, mais. Voilà, parce que c'est dessiné, etc. Mais il est très bien, mais il a... Enfin, voilà. Ça, c'est Bref, tu préfères pas. Bref, il vaut mieux pas. Et pour la première question, quelle a été sa réaction? Tout de suite, dès que Mathieu est allé... voilà, ça, c'est toi, Mathieu. Oui, non, c'est toujours évidemment délicat quand on fait un travail sur une personne en vie, de lui montrer le travail en question. Mais j'ai déjà vécu plusieurs fois ce genre de situation. Mais là, il avait déjà beaucoup lu des choses, l'élaboration de la bande dessinée, donc il savait un peu de quoi il s'agissait, mais je ne lui avais pas fait lire, par exemple, tous les moments où les scènes où il n'est pas physiquement présent, parce que ça ne me semblait pas nécessaire. Donc il a lu ça avec une grande attention, en tournant les pages très lentement et puis sans s'arrêter. Et non, je crois qu'il est très content parce que c'est ça qu'il voulait finalement. Je pense que quand il s'est adressé à moi, quand il m'a proposé de faire cette bande dessinée, c'était aussi une manière pour lui de dire quel était son passé et ce qu'il avait fait. Et en dehors des propos de Yves Léonard, tout lui va. Désolé. Il était content. Il était très content, ému. Après, la censure est quand même passée. Je veux dire, il a regardé tout. Non, mais pas tellement. Pas tellement pour la version française, mais je me suis occupée de la version portugaise, puisque il va sortir. Oui, on va devoir s'arrêter, mais juste pour préciser que donc la version portugaise de Edgar va être sortir au mois d'octobre. Sera présenté au festival par les éditions Polvo. Voilà, les éditions Polvo, ça sera présenté ici, à côté d'ici, à Amador, donc pendant le festival de bande dessinée. Et il y aura une exposition aussi qui va éclairer tout ça. Et c'est Karina qui a fait la traduction, donc c'est très, tout est contrôlé. Très contrôlé. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser quelque chose. La prochaine conférence va débuter à 11h45. Je pense que Mathieu Sapin est disponible pour dédicacer le livre pour les personnes qui l'ont acheté. Vous avez certainement remarqué qu'il y a des libraires et des éditeurs qui sont juste là et qui ont des livres des orateurs qui sont là ce soir.